Et je lui avais fait la promesse d'ouvrir une galerie. Il m'a prise pour une folle. Et finalement, la folle a fait la galerie. Ça date et ça rajeunit pas du tout. Pourtant, tu allais dans des challenges sur lesquels tu n'as pas forcément en fait besoin d'aller. ABG épisode 1, saison 1. Salut Yosser, comment tu vas? Très bien, magnifiquement bien. Ah, super, ça fait plaisir en fait voilà, de te voir. C'est super important de t'avoir comme invité numéro 1 de ce podcast. Je suis ravie. Ok. Alors, comment est-ce qu'on se connaît? Je pense qu'on s'est rencontrés une toute première fois, sans se parler ni se saluer. Je déjeunais avec des copines et tu arrivais avec ton ami Shekib. Mon ami connaissait Shekib. Donc, elles se sont saluées et c'était dans un restaurant de Nippon. D'accord, oui, d'accord, Voilà. c'est en japonais. Ouais. Et par la suite, on s'est re-rencontrés parce que je devais inscrire mes enfants, Melek et Mariam, à un cours de Taijutsu au club de Gamart. Et tu étais, toi et Shekib d'ailleurs, les entraîneurs, les coachs de Melek et Mariam, et on avait ramené 2 autres amis à nous, des enfants d'amis à nous. Donc c'est comme ça que s'est faite la première rencontre. Ah d'accord, ça date et ça rajeunit pas du tout. Non, en tout cas, c'est super. Donc on se connaît depuis au moins 6-8 ans. Oui, ça date. Surtout que tu vois, la première fois quand tu dis en fait qu'on s'est rencontré avec l'équipe, donc ça je me souvenais pas de ce moment-là, voilà, du resto. Moi, je me souviens. Voilà, c'est après que tu m'as rappelé. Je me suis dit, c'est qui celui-là? Donc c'était la première fois, en fait, tu m'as rappelé, voilà, de ce souvenir-là récemment. Mais je me souviens particulièrement du moment où tu avais amené tes fils en fait à l'entraînement, tes enfants à l'entraînement, puis tu as un garçon et une fille à l'entraînement, et particulièrement de la deuxième fois, parce que et ça c'est quelque chose qui m'avait beaucoup en fait marqué chez toi et qui fait que tu es une personne que j'apprécie en fait particulièrement. C'est pour ça que c'était très important pour moi de commencer, tu vois, avec toi. Donc j'étais entre commencer soit avec toi, soit avec l'équipe qui est aussi voilà l'un de mes meilleurs amis, tu vois. Et c'était important parce que tu es vraiment l'une des rares femmes l'une des rares personnes, parce que je dis en fait l'une des rares femmes que je respecte, les gens vont dire, non, mais vraiment, tu es l'une des rares personnes, voilà, que je respecte, tu peux voir vraiment, parce que tu as beaucoup de maturité. Mais ce que j'apprécie beaucoup chez toi, en fait, c'est ton niveau de self-awareness. Tu es quelqu'un qui a pris beaucoup, qui a eu le courage de travailler en fait sur elle, alors que quelque part tu n'en as pas vraiment en fait besoin. Quand je dis que tu n'en as pas besoin, c'est parce que beaucoup de personnes entre guillemets parfois en fait ton milieu considèrent, surtout à l'époque, que c'était un luxe. Voilà, pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que entre guillemets tu te fais chier? Alors, voilà, faire avec ça. du recul, je peux te dire que ça me sert tous les jours, et heureusement. Absolument. Parce qu'il y a des fois où je me dis, qu'est-ce que j'aurais fait si je n'avais pas, ou comment j'aurais réagi si je n'avais pas fait du coaching, si je n'avais pas fait d'application de certaines méthodes énergétiques, méditation, respiration, si je n'avais pas fait de thérapie aussi. Et je pense qu'avec du recul, c'est ce que je me suis offert de plus précieux jusqu'à maintenant. Ah, super. En tout cas, bravo. À part mes enfants. En tout cas, bravo. Bravo. Et comme je dis, tu vois, un peu pour revenir en fait à ce premier moment-là, une chose qui m'avait en fait marqué, que j'ai beaucoup apprécié chez toi, c'était, je me souviens que il y a eu un premier cours, en fait, une première séance avec les enfants, je ne les connaissais pas, donc j'avais un groupe assez important, donc je donnais cours de Taijutsu, effectivement, au club de Gamat. Et je suis réputé pour être très rigoureux. La discipline, c'est quelque chose qui est très important. Voilà, pour moi, on peut immédiatement, en fait, savoir que c'est un coup d'Ariel. Juste à la façon dont les chaussures sont placées, en fait, devant le dojo et tout le rituel et autres, c'est très important. Et naturellement, comme beaucoup d'enfants, en fait, bon, ils ne souscrivaient pas tellement en fait ni à cette rigueur ni à cette discipline et autres, et mais qui est ton fils, sa façon à lui de chercher à s'échapper de tout ça, c'est de dire ah oui bon voilà je vais dire à maman et tout, et la deuxième fois du coup quand tu es venu,
tu viens vers moi, en fait avec lui, il dit, ah oui, en fait, voilà, c'est lui, tu vois, un peu, voilà, l'enseignant et autres. Et il se disait, ok, bon, voilà, je vais voir la maman, je vais prendre peur, je vais me rebiffer comme la majeure partie des enseignants, en fait, voilà, à fond. Et puis, j'étais là. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que tu as pris le temps d'avoir, en fait, mon point de vue. Parce que souvent, les Mhm. parents, parce qu'on cherche à défendre le point de vue, voilà, des enfants, voilà, et autres. Et puis, c'est quand même un instinct naturel, un instinct, en fait, voilà, maternel. On prend immédiatement cause et partie, en fait, pour l'enfant. Et ce qui était très intéressant, c'est que que tu as fait, comme je dis, tu as pris le temps d'écouter, de, voilà, comprendre, et tu l'as rappelé, parce que quand il a commencé à voir qu'on discutait, il s'est immédiatement éloigné. Tu as commencé, tu l'as appelé, et tu as dit, oh, écoute, viens, pose-toi et écoute voilà ce qu'il a à dire et comprends pourquoi est-ce qu'il t'a dit telle autre chose. Et ça, c'est quelque chose que je dis, ok, intéressant. C'est vraiment en fait quelqu'un qui fait un effort de neutralité. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment, en fait, énormément, en fait, apprécié chez toi et qui s'est confirmé, en fait, avec les années. Parce qu'après, après, on s'est rencontrés, voilà, dans d'autres contextes et ce qui est super, c'est que tu as confirmé tout le bien, en fait, que, voilà, je pense de toi. Voilà, Merci. voilà. Alors, si on enfonçait les portes ouvertes, alors, Allez. c'est qui Yosser Benamar? Oh, je suis Yossel Ben Ammar. Comment je me présenterai? Une personne euh, qui va bientôt avoir 50 ans. Mabrouk, comme on dit. Donc en novembre, j'aurai 50 ans. Donc Félicitations. je vais vers la maturité. Je fais en sorte de m'améliorer et je travaille sur moi-même tous les jours. Je sais, je suis peut-être un peu trop critique envers moi-même, mais je me corrige. J'ai des enfants. Je suis mariée, un Italien, napolitain plus exactement, depuis plus de 15 ans. J'ai deux enfants. On a eu deux enfants, Melek et Mariam. Melek qui va avoir 15 ans demain. Ah, super. Ah, Et, c'est un anniversaire demain. ouais, Ah, et génial. Mariam, Donc, je 12 ans l'appelle. et demi. Je travaille beaucoup sur moi-même. J'aime beaucoup l'art. Je suis galeriste. J'aime beaucoup découvrir. Qu'est-ce que j'aime dans l'art? J'aime beaucoup découvrir les artistes, me challenger, les pousser aussi, euh, indirectement les coacher certains. Euh, J'adore être en contact avec des choses qui vont me donner beaucoup de joie. Et l'art me donne beaucoup de joie. Euh, je travaille beaucoup sur moi-même. Voilà, je fais Alors, de mon mieux. on va aller sur voilà, sur les différentes palettes de ton éventail. Mm. Donc, je sais que tu as Yosser Benamar. Quand on dit en fait Benamar en Tunisie, on sait très bien que c'est un nom qui a quand même une certaine portée. Et donc, toi, sur le plan de vue en fait historique, ton grand-père, c'est quelqu'un en fait de particulier. Il y a pas mal de personnes de ma famille qui sont très particulières. Mais là, on va aller sur ton grand-père. Et mon grand-père, c'est Tahir Ben Ammar, Mhm. signataire de l'indépendance de la Tunisie en 20 mars 56. Il était à l'époque Premier ministre. Il est d'abord agriculteur et un homme d'État. Et il est ensuite mon grand-père et un papy adorable. D'accord, super. Alors, comment est-ce que tu l'as connu? Quels sont les aspects, en fait, tu vois, un peu de lui, de l'intérieur? Je l'ai connu très vieux. Euh, J'avais 10, 11 ans quand il est décédé. J'étais très, très triste ce jour-là. C'était un papy un peu en fin de carrière, enfin, très fin de carrière, qui était très aimant, très généreux. Euh, il aimait beaucoup les sucreries qu'il cachait. C'était quelqu'un de très pieux aussi, très respecté et très apprécié. D'accord, ok. Et me racontait beaucoup de choses du passé
Et ce qui était drôle, c'est qu'il aimait se faire masser les pieds et qu'à la fin, il me donnait un duro, c'est 5 millim aujourd'hui, Qui valait à l'époque qui valait rien, même à Ah, mon époque. d'accord. Mais il est resté avec l'époque d'avant et c'était très mignon comme C'est juste petit moment. symbolique, en fait. Voilà. Ouais, je Et t'assure. voilà. Et donc, à chaque fois que j'avais mon carnet, il me disait combien j'avais et qu'il allait me donner des sous sur mon compte épargne. Voilà. D'accord. C'est lui qui m'a ouvert mon premier compte épargne. D'accord. Et est-ce que c'est quelque chose qui... Bon, je devine quand même que quand tu as dans ta famille un personnage qui a une telle aura, je devine que c'est quand même quelque chose qui influence peut-être la perception des gens sur toi ou pas. Euh, En fait, c'est comment de vivre avec quand même ce un nom. nom. Voilà. Alors, je dirais c'est bien et c'est pas bien parce qu'on met du temps à faire en sorte d'exister en tant que Yusr tout court, ni la fille de mon père et ma mère, ni la petite fille d'un tel et un tel. On a baigné dans l'histoire de la Tunisie, du fait de mon grand-père, de l'époque de Bourguiba. J'ai aussi été élève, donc forcément à l'école, on nous avait appris que c'était une autre personne qui avait signé Ah, l'indépendance d'accord. et que Sérieux? j'avais le corps les mains de mon grand-père avec la bague de mon grand-père avec la tête d'une autre personne. Et donc, l'histoire, c'est comme ça. Parfois, les personnes veulent faire en sorte que l'histoire soit racontée à leur manière. Oui, bien sûr. Ça a été corrigé entre-temps. J'ai été renvoyée une fois en troisième du lycée parce que j'ai corrigé la prof pour lui dire non, ce n'est pas cette personne, c'est cette personne qui a signé l'indépendance. Donc pour elle, j'avais dérangé le cours. Mais bon, ça fait plus d'anecdotes sympathiques à raconter qu'autre chose. D'accord, ok, ça c'est intéressant. Et alors, comme je disais, tu as quand même certaines particularités. Et comme je disais, une chose que j'ai beaucoup appréciée en fait, surtout en te connaissant, c'est cette capacité à la fois en fait de self-awareness et aussi de remise en question sincère. Et ça, en connaissant en fait les personnes, et j'en connais pas mal, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Dans le sens Mm. que, en réalité, si on y réfléchit bien, on n'a pas trop intérêt à travailler sur soi. Du moins, jusqu'à un certain point. Tu sais, je pense que tu sais très bien la différence que je mets souvent entre être franc, être honnête et être brutalement honnête. Et la raison pour laquelle j'ai beaucoup de respect pour toi, c'est que tu es l'une des rares personnes et femmes en particulier qui fait un effort d'être brutalement honnête avec soi-même. Et Mm. ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Alors, quel a été pour toi le déclic parce que tu n'as pas toujours été dans cette dimension en fait de travail Mm. sur toi et autres. Donc, quel a été le déclic? Qu'est-ce qui fait que tu quittes de Yosser Benamar voilà, une certaine dimension en fait de toi à Yosser Benamar qui décide en fait d'entrer dans ce voyage d'introspection, de Alors, s'améliorer? la première fois que j'ai décidé de travailler sur moi-même, il se trouve que j'étais mariée avant Mhm. et ça a duré très peu de temps, à peine 7 mois. Il ne s'est rien passé de particulier. C'est une personne très gentille. Et la chose, c'est que si je divorçais, ou si on avait pris la décision de divorcer, c'est qu'il y avait une mauvaise décision qui a été prise. D'accord. Et pour moi, le mariage était une décision très importante. Il se trouve que quelque temps avant le mariage, je pensais que j'avais fait pas un mauvais choix, mais que c'était pas encore le moment pour moi de me marier D'accord. et d'être maman. Parce que pour moi, me marier, c'est d'abord être maman pour moi, Mhm. en ce qui me concerne moi. Et je comprends très bien les parents qui ne veulent pas avoir d'enfants aussi. Mhm. Et donc, quand on a décidé de divorcer, je voulais affronter cette décision, cette expérience, et trouver pourquoi j'avais fait ce mauvais choix. Donc, j'avais consulté une première thérapeute, une Française qui exerçait à l'étranger et en Tunisie, en Angleterre, qui m'avait beaucoup aidé à affronter ça. Parce qu'en Tunisie, on affronte ce genre de choses. C'est pas, on divorce pas juste nous. C'est-à-dire, il y a une société aussi qui est très présente en Tunisie. Donc, c'est aussi pour être forte. Parce qu'il y a le regard de la société, Voilà. voilà, qui est souvent très critique par rapport Voilà. en fait, à ça, un peu comme
partout sur le continent. Exactement. Et déjà pour affronter la société et pour me remettre moins en question de pourquoi j'avais fait une décision précipitée ou une mauvaise décision ou qu'est-ce qui a fait que ce soit comme ça. D'accord. Et c'était ma première fois. Et cette personne m'avait beaucoup aidée à ce moment-là. Par la suite, une fois mariée avec des enfants, je me trouvais très colérique par moments. Et on m'avait dit que la colère est un signe d'insatisfaction ou une frustration. De frustration, etc. Et j'ai consulté une première fois pour c'est là que j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à la méditation, à la respiration, au coaching, à la thérapie, aux énergies, à tout ce monde-là qui m'a beaucoup aidé et à faire de moi ce que je suis aujourd'hui. D'accord. Et alors, quels ont été tes plus grands challenges? Waouh, beaucoup. Beaucoup. Avoir des enfants, c'est un grand challenge. C'est beaucoup plus que le mariage, beaucoup plus que tout. C'est l'éducation des enfants aussi. C'est faire un métier qu'on aime. Et j'insiste parce que j'aime mon métier et que j'ai dû changer d'orientation. J'étais dans les finances et je me suis mise à gérer une galerie d'art. Et ce n'est pas tous les jours facile. Donc, c'est un challenge tous les jours. Ouais, j'imagine. Parce que, généralement, la réputation qu'on donne souvent aux artistes, c'est qu'ils manquent beaucoup de discipline. Ils ont souvent, en fait, un grand côté créativité, mais ce qui fait, généralement, ce côté créativité est corrompu par un gros manque de discipline. Il y a beaucoup, en fait, d'abus, que ce soit, en fait, des abus sur soi, que ce soit mental, que ce soit, en fait, émotionnel, voilà, ou de ce que j'ai souvent observé. Disons que c'est un monde qui n'est pas encore discipliné en Tunisie, que ce soit par rapport à le côté marché de l'art, par rapport aux artistes, par rapport aux clients, par rapport aux galeries, par rapport aux agents d'art, etc. C'est pas encore bien mis en place et c'est ça qui est aussi fatigant. On a des artistes, on manque aussi d'artistes, on manque de beaucoup de choses dans l'art en Tunisie. C'est en construction et ça me fait plaisir de faire partie de cette construction. D'accord. Alors, qu'est-ce qui, entre guillemets, t'a fait t'orienter vers l'art en particulier et c'est quoi tes combats? Parce que je vois que tu y mets beaucoup du tien, que ce soit pour promouvoir des artistes, pour soutenir, parfois même de ce que je sais, tu organises des expositions spécialement pour pouvoir pousser des idées. Voilà, qu'est-ce qui te motive? Alors, très petite déjà, j'ai beaucoup traîné dans les ateliers d'artistes avec mes parents. Il faut dire que ta mère également est galeriste, c'est ça? Ma mère était dans l'art, elle avait un dépôt elle était antiquaire, elle vendait des meubles et de l'art ancien, des tableaux d'artistes anciens de l'école de Tunis. J'en ai connu pas mal grâce à elle. Donc, eux aussi faisaient les galeries avant, et ils me traînaient aussi avec eux. J'ai très tôt connu des artistes comme Balera, Ben Abdallah, Sihili. On m'emmenait avec eux pour choisir aussi des œuvres d'art, de connaître des artistes, de collectionner aussi. Et ma mère aimait collectionner l'art. Et je pense que j'ai pris du goût à ça. Même étant étudiante à Paris, je fréquentais beaucoup des artistes, beaucoup les galeries. J'ai fait même hôtesse dans des vernissages. Au début, c'était juste pour gagner des sous. Mais finalement, je me plaisais à faire ça. D'accord. Et petit à petit, j'ai rencontré un artiste chez qui on devait acheter des œuvres. C'était le lendemain d'un vernissage que j'avais fait à Tunis parce qu'entre-temps, en faisant de la finance, en pratiquant, j'ai peint avec l'artiste Mahmoud Sihili, Allah yarham aujourd'hui, à Sidi Bou Saïd. On avait pas mal de visites et tout. On avait fait un très grand événement au Palais Kérédine. Juste après ça, je suis partie et j'ai rencontré cet artiste Ahmed Hajri avec qui j'ai eu un entretien de 6 heures.
D'accord. Au départ, c'était pour juste acheter des œuvres et finalement, je suis tombée vraiment amoureuse de ces œuvres. Je lui avais fait la promesse d'ouvrir une galerie. Il m'a prise pour une folle. Et finalement, la folle a fait la galerie et elle a invité à une première exposition qui a été sold out. Ok, mabrouk, comme on dit. Aïch. Mabrouk. Ok. Alors, qu'est-ce qui fait que tu vas décider que cet artiste, par rapport à un autre artiste, est digne qu'on mise sur elle? Ouh là. Je fonctionne beaucoup, beaucoup, heureusement ou malheureusement, par intuition. D'accord. C'est un de mes facteurs. Ouais, je fonctionne beaucoup par intuition. Je développe par la suite avec pas mal d'artistes un lien très, très, très intime avec eux. Bien, pas bien, je ne sais pas. Mhm. Parfois, c'est pas bien parce que je commence par la suite à trop accepter certaines choses ou trop aider, etc. Euh, J'arrive à percevoir. Aujourd'hui, je pense que je me suis rarement trompée parce qu'il y a beaucoup d'artistes que j'ai connus très très jeunes à leur début, qui sont aujourd'hui devenus de très grands artistes. Je pense que mon intuition est bonne par rapport à ça. D'accord. Maintenant, au niveau de la posture de mère, qu'est-ce qui, encore une fois, un point sur lequel je suis admiratif, c'est la décision, bien certaines décisions que je vois, qui sont souvent impopulaires, que tu prends par rapport en fait à tes enfants. Moi, je les connais depuis qu'ils sont tout petits et je les ai vus en fait évoluer, grandir et autres. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la posture très rare en fait que tu prends, qui est parfois d'être leur adversaire, parfois de les accompagner, de prendre le temps. Il y a beaucoup de patience en fait dans ce que tu fais et aujourd'hui en fait ça paye. Aujourd'hui ça paye. Qu'est-ce qui motive cette posture-là en fait? J'espère que C'est ça va rare. payer plus que ça. Déjà, je suis en train de voir de l'évolution. En fait. Je suis en train de voir de Euh, l'évolution. Étant enfant, comme tous les enfants, on a manqué de quelque chose. Ça ne veut pas dire que les parents sont parfaits ou imparfaits. On manque de certaines choses. On a des blessures et je voulais pas que certaines blessures puissent atteindre mes enfants. On peut pas tout le temps, Bien tout le sûr, temps naturellement. Mais on fait éviter. l'effort Voilà, qu'on on peut. fait l'effort d'eux. La première chose que je voulais offrir et donner et pousser mes enfants à faire, c'est l'estime de soi. Encourager dans leurs décisions, être très présente, aimante. Je suis pas parfaite, je suis loin de l'être, pas encore. Et j'essaie toujours de les pousser de l'avant, de prendre les bonnes décisions, d'être des personnes respectueuses envers les autres, de respecter leurs décisions aussi, de se challenger tous les jours. Et là, il y a mon fils Mel qui joue au golf. Mhm. Et c'est pas une pratique facile parce que le golf, c'est seul et contre soi-même. Il y a lui, la balle et le trou. Et donc, il y a des jours où il joue très, très bien, il y a des jours où il joue pas bien. Et ça, c'est son mental qui joue. Rien d'autre, c'est la pratique, il sait la faire. Donc, déjà, le voir se coacher lui-même et être rigoureux, ça me fait vraiment plaisir de le voir comme ça. Mariam aussi, elle joue au tennis. Les deux sont au lycée aujourd'hui. Et j'apprécie beaucoup parler avec eux et être présente dans leur vie. Mhm. Leur papa aussi très, très, très présent dans leur vie. C'est ça, il faut dire également que je sais que en fait leur père fait un travail magnifique. Surtout au niveau en fait de l'accompagnement de ton fils par rapport à sa passion pour Et le Mariam golf. aussi, il Oui, joue pas mal c'est-à-dire, c'est un papa qui accompagne énormément ses enfants au sport. Il assiste avec eux, il joue pas mal avec Melek, il joue pas mal avec Mariam. Il emmène pas mal Melek pour le moment à des tournois un peu partout, en Tunisie ou ailleurs. Il fait vraiment son maximum par rapport à ça. On est très à l'écoute, on le coach aussi, on le pousse il a fait du coaching avec toi, il a fait du coaching avec une autre personne pour le sport. Mhm. C'est un travail régulier qu'il doit faire, il le fait pas tout le temps, mais aujourd'hui,
depuis qu'il est rentré dernièrement de voyage où il a eu un tournoi, pour la première fois, il s'est rendu compte à quel point la respiration que je lui conseillais de faire avant était importante, à quel point les visualisations étaient importantes, à quel point les affirmations positives étaient importantes, à quel point le repos et la pratique en amont étaient importantes et la régularité était importante. Donc même lui, il commence à s'autocritiquer et voir où est-ce qu'il a déconné, quoi. Et c'est déjà bien. Et c'est très mature de sa part, ce genre de réflexion. D'accord, ça c'est en tout cas c'est encore une fois c'est un gros travail en fait que vous avez fait de accompagner par rapport en fait à cette évolution là, de ne pas parce que parfois les parents sont pris entre on va dire deux postures, soit être trop laxiste, soit être trop dans la réprimande et parfois en fait l'enfant casse. Je suis Voilà, le tout. par rapport à ça, c'est ça. Donc ça c'est vraiment quelque chose voilà, de fabuleux. Alors sur les challenges déjà par rapport à ton chemin personnel, comme je dis, ce qui est particulier, c'est que tu as exploré plusieurs chemins. Tu es aussi allé dans des challenges, comme tu dis aujourd'hui, tu vas avoir 50 ans dans quelques jours. Et pourtant, tu es allé dans des challenges sur lesquels tu n'as pas forcément en fait, besoin d'aller. Et je me souviens en fait de cette fameuse retraite qu'on a faite ensemble, où il fallait courir 10 km par jour. Et je pense sous la pluie. Sous la pluie. Et qu'après, il fallait plonger en pleine mer avec des vagues monstres. C'est ça, c'est ça. Et en plus, c'était en hiver. En plus, c'était en hiver. Et alors, dis-moi, comment est-ce que tu as vécu ce moment-là et en quoi est-ce que ça t'a impacté? Alors, ce moment-là, j'avais des moments où je t'aimais beaucoup. Il y avait des moments où je te détestais. Ouais, comme tout le monde. Mais tous les soirs, avant de dormir, le plus important, c'est que j'étais très, très fière de moi-même. Ouais. Et que je me disais, si j'arrive à dépasser certaines choses, entre autres ça, j'arriverai à dépasser beaucoup de choses. Et je pense que pour le mental, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup servi. Ouais. Sachant que je ne courais pas. C'est ça, en fait. C'est que tu ne courais pas. Et là, en fait, j'avais aucune endurance. C'est ça, c'est ça. Et là, tu t'es amené à une retraite. C'est combien de jours? 8 jours, il me semble? Ou c'était 10? Non, on n'a jamais dépassé une semaine. D'accord, donc une semaine. C'est une semaine et c'était 10 km par jour. Oui. Voilà, 10 km par jour. Et donc, se lever le matin, c'est genre 4 heures, courir 10 km, plonger dans la mer, bain glacial. Et tout ce travail-là, et c'était très intéressant voir comment chacune d'entre vous était challengée, comment vous avez tenu et ce que ça créait en fait en vous. Parce que toutes celles qui ont participé particulièrement en fait à cette retraite-là, quand je regarde aujourd'hui, il y a eu une transformation profonde. Voilà, c'est super. J'en suis très fière. Super. En tout cas, moi, je suis très fier. Tu vois, un peu de voir déjà le travail que ça a donné en fait sur toi. Et alors, sur un autre point, je veux savoir, naturellement, tu es marié et tout le monde sait que c'est pas un long fleuve tranquille, c'est ton deuxième mariage. Aujourd'hui, dans la posture dans laquelle tu es, quels sont les plus grands challenges et quelles sont les victoires dont tu es fier? Et autrement dit, en fait, quel est le conseil que toi, tu pourrais donner au couple, en fait, là dehors? Ou au-delà de ça, simplement, quelle est ta vision aujourd'hui avec la maturité que tu as sur les relations de genre, le mariage, la vie de couple, la vie avec les enfants? Alors, c'est pas quelque chose de facile du tout. Tous les jours, pour moi, c'est un vrai challenge. Ça fait partie de, comme l'éducation des enfants, le mariage, c'est déjà, je fais en sorte d'être très autonome. Et être mariée en étant autonome n'est pas évident. Autonome ne veut pas dire financièrement. C'est autonome dans ma manière d'être, de vivre, de chercher à m'améliorer, de chercher parfois à vouloir rester seule, etc. Donc, c'est pas évident pour l'autre de comprendre ce genre de comportement de ma part. J'ai un grand besoin d'être seule. J'ai un grand besoin le matin de me retrouver avec moi-même et d'être en mode routine matinale, que je ne veux pas être dérangée le matin.
Donc, je fais mes pratiques qui diffèrent par moment. Parfois, c'est sport, méditation, yoga ou réflexion ou gratitude ou des affirmations. Parfois, je me réveille, je suis très énervée, je fais rien. Mais je fais en sorte de me retrouver seule le matin. Je fais en sorte de méditer tous les jours, de me remettre en question tous les jours, de faire des affirmations positives tous les jours, d'être beaucoup dans la gratitude. Au début, quand on a commencé à parler d'amour inconditionnel, je ne savais pas vraiment ce que voulait dire ce terme. Ok, même si on sait ce que ça veut dire, il faut vraiment le pratiquer. C'est ça, je pense que beaucoup de gens utilisent ça comme un terme bateau, voilà, amour inconditionnel, amour inconditionnel. Et d'ailleurs, dernièrement, je ne sais pas qui dit, aujourd'hui, dire je t'aime, c'est devenu facile. Et c'est le cas. Je ne dis pas je t'aime facilement, ni à mon conjoint, ni aux autres. Je ne fréquente pas facilement et je ne suis pas... quelqu'un qui t'ouvre à tout le monde. Voilà. Et donc, quand je m'ouvre à quelqu'un, je le fais vraiment. Et quand j'apprécie quelqu'un, je l'apprécie vraiment. Et quand je veux aider quelqu'un, je l'aiderai et je continuerai à l'aider inconditionnellement. Et ce mot-là, aimer d'une manière inconditionnelle, et quand on le pratique, c'est pas évident tous les jours. Ok. Alors, l'autre point en fait qui est important sur ton chemin, c'est l'interculturalité. C'est-à-dire aujourd'hui, tu as des enfants en fait qui sont mi-tunisiens, mi-italiens, voilà, de par voilà, l'union avec leur père. Et ce que je vois également, c'est que tu bouges beaucoup, mais tu bouges pas beaucoup à la genre en jet set, et puis je voyage, voilà, je voyage pour faire le tour du monde. Je fais les deux. Mais disons que j'essaie, je fais en sorte toujours de faire des voyages où je vais découvrir des pays différents, de cultures différentes, de continents différents, de gastronomies différentes, de religion aussi, si on veut parler de religion, ou d'approches spirituelles différentes, disons. Et donc, ça m'a amené à aller avec mon mari ou avec des amis ou avec en famille avec mes enfants et découvrir pas mal de pays. Et j'adore découvrir des cultures différentes. C'est ce qui me nourrit le plus, vraiment. D'accord. Et puis, je vois en fait que autour de toi, tu as fait beaucoup. En fait, tu as des personnes qui sont vraiment en fait de background très différents culturellement. Et je vois que tu fais même l'effort en fait d'ouvrir tes enfants à ça. Oui, oui, j'essaye de fréquenter pas juste mon milieu déjà. Il n'est pas toujours très intéressant. Et j'adore me découvrir des choses sur les gens et j'aime les découvertes. C'est ce qui me nourrit le plus, c'est ce que je disais. D'accord. Alors, quel est ton vœu pour la planète aujourd'hui? Là, on est à un moment assez, je vais dire, en fait, particulier, avec pas mal de choses qui sont passées, en fait, à travers le monde, avec peut-être la menace d'une prochaine pandémie. J'espère pas pour un futur confinement. Voilà. Je pense que ce que nous réserve l'univers sera toujours parfait. Je pense que le monde, la Terre, a toujours connu des pandémies, des guerres, des soucis, des famines, des guerres, tout. Je pense que l'humain est habitué à tout ça et que tout ce qui viendra, on va l'accueillir et aller de l'avant. D'accord. Alors, pour terminer, quelles sont tes 3 plus grandes illusions qui sont tombées aujourd'hui, maintenant, à 50 ans? Qu'on est intouchable. La santé, parce que j'ai connu pas mal de soucis de santé, surtout cette année. Donc, qu'on est invincible, il faut travailler pour être invincible, que ce soit c'est-à-dire, par exemple, je fais en sorte depuis quelque temps d'être vraiment très vigilante par rapport à ce qu'on mange, que ce soit moi, mon mari, mes enfants. Je fais de mon mieux parce que le mari ne suit pas tout le temps et que c'est pas évident
avec les enfants de changer leur manière de se nourrir. Ouais, surtout avec les gens qui sont autour, en Mais fait. grâce à certaines applications, ils voient mieux l'importance de bien se nourrir, d'avoir un corps sain, que pour avoir un mental sain, il faut avoir d'abord le corps sain. Et pour avoir le corps sain, il faut savoir quoi mettre dedans. D'accord. Donc voilà. Et la troisième, je sais pas, elle n'est pas encore tombée, la troisième. On espère que ça sera avant l'anniversaire. Alors, quelle est pour toi la signature de ton âme? Ou si je prends la question un peu autrement, qu'est-ce que tu aimerais qu'il soit écrit en fait sur une épitaphe? Oh, tu nous as déjà posé cette question une fois pour la fin de l'année et c'était pas sympathique. Et en plus, j'ai dû l'écrire et je sais pas, il s'est passé 4 ans entre-temps. Donc, je sais pas ce que j'aurais dit ou j'aurais écrit pour moi-même ou pour quelqu'un d'autre. Je trouve que c'est pas important. D'accord, ok. En tout cas, merci. Alors, pour ceux qui voudraient en fait te suivre au niveau des galeries, ou peut-être qui voudraient soutenir, tu vois, ce que tu fais, Bah, vous ou pouvez venir vers toujours toi. me rendre visite à la galerie qui porte mon nom, donc Yousr Ben Ammar Gallery, qui se trouve, on a appelé notre district Phosphore, c'est à Bhalla la Marsa, et c'est en Tunisie. Et je serai très heureuse de vous accueillir. Et j'expose essentiellement des artistes d'art contemporain. Ah, super. En tout cas, grand merci encore. Et puis, je suis très content de faire ce premier épisode avec toi. Merci infiniment. Ok, super.